Bonjour à tous. Donc moi c'est Benjamin Devic. On va parler de SoftShaper aujourd'hui. SoftShaper, c'est un logiciel qui a été développé par VShaper, une entreprise polonaise qui propose notamment des machines industrielles. Voilà un petit peu comment va se dérouler le webinaire. Il va se dérouler en plusieurs parties. Tout d'abord, je vais vous introduire un petit peu Alcima et puis les propositions technologiques de VShaper. Ensuite, on fera un petit tour de table. On n'est pas très nombreux, donc on va pouvoir se présenter un petit peu chacun de son côté. Derrière, je vous ferai une démonstration du logiciel SoftShaper, un petit résumé, puis je serai ouvert à vos questions. Je vous demanderai juste de garder vos micros fermés pendant la présentation. Si vous avez des questions qui vous viennent, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On y répondra un petit peu en cours de présentation. Puis à la fin, pareil, on pourra laisser un petit moment de discussion autour du logiciel. Donc, concernant Alcima aujourd'hui, nous, on est là pour résoudre des problèmes industriels par rapport à la fabrication additive. C'est-à-dire que la fabrication additive, elle peut résoudre des problèmes de production, d'innovation ou de marketing. Depuis 2015, on accompagne plus de 350 clients dans le développement de la fabrication additive. Et ces 350 clients sont vraiment sur une cinquantaine de secteurs différents. Sachant que la technologie est ultra transversale, on peut être autant dans le sport que dans l'alimentaire, dans l'automobile ou dans la production, par exemple dans le cosmétique. Aujourd'hui, on a à peu près 40 000 heures d'impression à notre actif. On n'est pas juste un pousseur de machines, on vient vraiment vous donner notre expertise et vous accompagner dans le développement de vos projets additifs. Parmi les grandes entreprises qu'on accompagne, on a Salomon, Somfy, Renault Trucks, Evian et autres. Puis beaucoup de PME et de petites entreprises qui aussi sont le tissu industriel français. Donc voilà, donc nous on est vraiment dans l'accompagnement et aujourd'hui on va focuser un petit peu plus sur l'offre VShaper et notamment le logiciel SoftShaper. C'est une histoire qui a commencé il y a quelques années avec un développement sur une machine de dépose de polymère 5-axes. Donc ça, 5-axes, il fallait aller chercher la partie logicielle qui puisse faire fonctionner cette machine-là. Derrière, il y a eu un travail qui a été fait pour développer donc, la partie 3 axes où on va retrouver deux grandes gammes de produits. La partie médicale avec une stérilisation UV en cours d'impression et après impression et la partie pro, où celle-là, on va pouvoir aller chercher des polymères haute température et des ultra-polymères. Et tout ça, pour faire fonctionner ça, on va utiliser le logiciel SoftShaper qui a été vraiment développé depuis la base même, c'est-à-dire qu'il n'est pas sur un moteur de tranchage qu'on pourrait trouver typiquement sur un Cura, un Simplify 3D ou alors IDEA Maker. Donc là, aujourd'hui, je vais vous présenter SoftShaper. Donc SoftShaper, on est voilà, j'espère que tout le monde voit bien l'écran. Donc, on est dans une configuration un petit peu différente de ce qu'on connaît en termes de slicer. On a la notion de profil d'impression. Les profils d'impression vont nous permettre de définir sur quelle machine et avec quel matériau et quelle qualité je vais aller les chercher. Aujourd'hui, on va en créer un nouveau profil. Donc, par exemple, si je veux imprimer sur une machine, une VShaper 500 Pro, aller chercher de l'ABS avec une buse de 0,4 et de la HIPS avec une buse de 0,4. Hop. Voilà. Et dans des couches de 0,2. Et je vais créer mon nouveau profil. Quand je vais créer mon nouveau profil, il va me demander avec quel post-processeur je veux le faire. Mes post-processeurs sont en fait les machines que je vais utiliser. Donc, je vais pouvoir utiliser des machines du fabricant VShaper, mais aussi des machines tierces, donc avec une aide à la configuration dans un post-processeur manager. Ce post-processeur manager va me permettre d'aller chercher des machines ou des nouvelles machines. Si je prends par exemple la petite impression test, je vais pouvoir configurer mon imprimante avec ses dimensions, sa position, son nom, ses températures min, température max,
ainsi que les différentes buses que je pourrais avoir. Je n'ai pas beaucoup de limites en termes de nombre de têtes. Je pourrais aller avoir 3, 4, 5 têtes différentes si je veux, et chacune pourrait être configurée indépendamment, que ce soit en termes de diamètre ou de diamètre de filament. Dedans, je vais aussi lui indiquer mes températures maxi pour pouvoir les associer après avec certains matériaux. De la même manière, je pourrais configurer mes différents réglages ou mes codes de démarrage en utilisant des variables que je pourrais retrouver ici sur ma droite. Donc voilà, je retrouverai mon code de démarrage et mon code de fin, par exemple, pour mettre toutes mes températures à 0. Ici, je vais utiliser un process VShaper. Donc là, on va retrouver toute la part, le résumé de mon post-process, ma machine, ses dimensions, plus mon extrudeur. Ces dimensions aussi, quand je vais faire par exemple de l'impression séquentielle, ça va nous servir un petit peu. Et puis, mes deux têtes, une qui va monter à 500 degrés et une qui va monter à 300 degrés. Une fois que j'ai défini mon post-processeur, je vais pouvoir aller assigner la matière que je veux. Ici, on a parlé d'ABS et d'HIPS. Je glisserai tout simplement mon ABS sur ma tête 1 et mon HIPS, que je vais retrouver ici, sur ma tête 2. Si ma matière n'est pas présente dans ma liste, je vais pouvoir aller chercher mon filament manager qui va me permettre d'aller configurer mes nouveaux filaments. Donc là, j'ai toute ma liste de filaments. Et je vais pouvoir en ajouter comme je veux. Ah, par exemple, si je veux rajouter un PET chargé fil de verre, par exemple, un PET-GF, je vais choisir le type de matière, mettre ses températures, minimum, maximum et médium. Là. Voilà, le diamètre de mon filament. Là, c'est pour le calcul des débits. La couleur que je voudrais mettre, ça va être du noir. Et sa densité, on doit être à 1,25. 1,25 pour la densité de matière. À partir de là, je peux décider de le créer comme ça ou de l'associer à une technologie en activant ou pas, par exemple, les chambres chauffées, le lit chauffant, ainsi que tous les paramètres qui devraient être primordiaux pour cette matière-là. On a vraiment un décloisonnement entre la matière et le profil. Comparé à un Cura ou autre, on va pouvoir même changer la température, par exemple, dans un profil, alors qu'elle est déjà associée à une certaine matière. Donc là, on vient vraiment déterminer la matière, ses paramètres d'extrusion, et derrière, on va créer un profil qui va, lui, être sur la qualité même de la pièce. Ah, je vais faire un petit save. Hop, je vais juste rentrer mes derniers paramètres. Ça, c'est mes vitesses. Hop. Voilà, je vais pouvoir créer toutes mes... On va faire ça facile. Non, il m'en reste un. Il y a plusieurs à le faire. Une double detection. Hop, je mets mes layers. 50. Normalement, il m'en reste encore 2 à mettre. Et je retrouverai donc ma matière qui vient se positionner ici. Je peux mettre un protected qui va me permettre de verrouiller ma matière aussi pour limiter les modifications dessus. Hop, on va reprendre ma matière, ABS et HIPS. Quand j'en ai beaucoup, j'ai même une petite encart de recherche derrière pour pouvoir chercher mes matériaux. Faire mon next, et puis là, je vais éditer cette fois la technologie. Donc, on retrouve mes deux matériaux. Sur ma tête 1, l'ABS, sur ma tête 2, l'HIPS. Et je vais pouvoir, pour chaque tête, avoir mes températures différentes. Par exemple, on voit
Sur l'HIPS, je pourrais le mettre à 245 et l'ABS, lui, restera à 240. Vraiment, la grosse différence d'un soft shaper par rapport aux autres logiciels, c'est qu'on va vraiment pouvoir avoir une vitesse différente, tu sais, quand on utilise la tête 1 ou la tête 2. Souvent, on a un profil qui va être plutôt proche de la matière la plus lente. Ici, on va vraiment pouvoir avoir un ABS que j'imprime à 2400 mm par minute, puis peut-être un HIPS qui va être à 2000 mm par minute. Intéressant, voilà, quand on utilise des supports, des fois, qui sont un petit peu plus durs à extruder. Dans ces paramètres, j'ai des notions aussi de petite et de grande géométrie. Sachant que quand on va travailler sur une pyramide, par exemple, on n'a pas les mêmes temps de couche en bas et en haut. Donc là, on va pouvoir définir via le petit small geometry et le big geometry des surfaces à laquelle je vais changer mes paramètres. Et directement, je pourrais venir lui mettre un cooling différent sur mes petites géométries. Donc, un refroidissement différent quand mes géométries seront inférieures à 50 mm². Et la même chose pour la grande. Je peux faire exactement la même chose pour la vitesse en diminuant ma vitesse quand je descends en dessous des 50 mm² par couche. Donc, pour la partie material processing, c'est vraiment comment je vais venir déposer ma matière et à quelle vitesse, quelle température, etc. Maintenant, je vais créer ma partie qualité. Donc là, de la qualité, c'est ici que je vais définir ma hauteur de couche, mes flows, ma première hauteur de couche et tous les flux qui sont associés à ma tête 1 ou à ma tête 2. J'ai vraiment cette flexibilité de travail pour dire je vais charger un petit peu plus mes intérieurs et puis peut-être avoir quelque chose avec un poil moins de flow sur le dessus pour avoir une très belle finition. Donc ça peut ça peut être très très intéressant en termes de qualité et d'ajustement. On a aussi le choix de pouvoir sélectionner notre stratégie d'impression, que ce soit couche par couche ou alors d'un modèle par modèle, typiquement de l'impression séquentielle, afin de limiter un petit peu les trajets qui sont entre pièces. Troisième onglet, je vais trouver tous les réglages qui vont être inhérents à l'adhésion sur le plateau. Typiquement, vous allez retrouver les brimes, donc les contours accrochés à la pièce. Je vais pouvoir aussi aller chercher mon radeau. Et donc, ces radeaux vont être totalement configurables. C'est-à-dire, je vais pouvoir sélectionner les angles d'impression de mon radeau. Je vais pouvoir sélectionner le flow que je vais utiliser, les vitesses de dépose, ainsi que la ventilation. Des fois, c'est un petit peu difficile d'avoir un radeau qui soit plutôt efficace et donc relativement rapproché de la pièce. Là, en jouant sur la ventilation, on se donne ces chances-là. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis, si je veux faire un radeau qui a une dizaine de couches, je pourrais le faire. Si je veux en faire que 2 couches, je pourrais le faire aussi. Je peux vraiment le générer à la demande comme je le souhaite. Et bien sûr, choisir avec lequel je vais l'imprimer. Donc là, je vais choisir pour printer le raft directement, par exemple, en HIPS. J'ai l'option d'avoir une jupe autour de la pièce. Ça, c'est des choses qui sont relativement communes. Mais aussi la partie cleaning line. Le cleaning line va nous permettre d'avoir une purge en amont de l'impression pour vraiment être certain d'avoir de la matière quand on va attaquer le print. Le quatrième onglet, c'est celui qui va nous définir la partie contour, combien de nombres je veux créer de solid layers, donc de nos couches inférieures et supérieures, et le nombre de tours que je vais faire pour pouvoir créer ma structure verticale de ma pièce. J'ai la possibilité aussi de choisir le positionnement de mes coutures, voilà, de les mettre pour une impression optimale ou alors de toujours les positionner sur une direction du plateau. Dernier contour infill offset, c'est l'overlap entre le remplissage et les contours pour avoir une pièce qui soit vraiment, vraiment cohérente. De la même manière, je peux choisir
avec quel extrudeur je vais faire mon contour. Je pourrais travailler en bimatière à faire un contour, par exemple, dans une matière A et l'intérieur de ma pièce dans une matière B. Je pourrais travailler aussi avec 2 diamètres de buse différentes qui me permettraient de dire je vais travailler mon intérieur avec une buse de 0,8 et puis l'extérieur avec une buse de 0,4 pour être un peu plus précis, pour avoir des choses un peu plus fines. Onglet suivant, je vais choisir mon remplissage. Alors c'est intéressant, on retrouve les lignes, le nid d'abeille, les carrés ou les zigzags qu'on connaît un petit peu, mais on en a d'autres qui vont être utilisables comme des spirales en carré, en rond, des choses sinusoïdales, et puis des choses un peu plus exotiques comme le soleil, les tours ou des trajectoires fractales. Ça va me permettre d'aller chercher des choses un peu différentes. Moi, j'aime bien ce type de remplissage, surtout avec les matériaux flexibles. Ils nous donnent vraiment des choses différentes en fonction des typologies de remplissage qu'on utilise. Et pour la création de mousse, notamment, c'est super intéressant. Je peux aussi choisir mon pourcentage de remplissage. Puis j'ai aussi la possibilité d'aller sur des réglages un peu plus experts où là, je vais pouvoir gérer mes distances entre mes lignes au lieu de gérer un pourcentage de remplissage, ce qui des fois parle un petit peu plus. On va garder le square ici. Voilà. Si par exemple, là, je vais mettre mon square, il sera à 4 mm à chaque fois entre chaque passage. La partie support, vous retrouverez quelque chose que vous connaissez un petit peu sur la partie support. On différencie bien les supports principaux et puis les supports denses qui vont, eux, venir en contact avec la pièce. Je pourrais avoir mes supports denses dans une matière différente des supports, surtout quand j'utilise des supports solubles qui sont un peu plus expansifs, donc un peu plus chers. Donc, pour pouvoir les économiser, je vais pouvoir uniquement faire mes supports denses dans la matière soluble. Là, typiquement, je pourrais les choisir pour les faire directement en HIPS, garder mon ABS pour les supports standards et HIPS qui va me faire que je vais pouvoir coller ma pièce directement à mes supports. Bien sûr, je peux toujours configurer chaque fois les pourcentages et les vitesses d'impression de ceci. Une option multibus qui nous permet de créer sur certaines machines directement un bouclier anti-bavure ou une tour. Sur les machines V-Shaper, on ne les utilise pas parce que lors de chaque changement d'outil, on va venir se mettre au-dessus d'une petite poubelle pour pouvoir faire la purge et l'amorce matière. Parce qu'on a aussi la possibilité d'avoir ce qu'on appelle la température d'idle. C'est notre température de repos pendant que la buse ne travaille pas, pour éviter des surchauffes, pour éviter différentes problématiques. Ce qui est bien, c'est qu'après, SoftShaper va un petit peu prévoir en amont le changement de tête et préchauffer la tête pour ne pas avoir de temps de latence entre changements de tête afin de monter à la bonne température d'extrusion. Et enfin, le petit réglage pour pouvoir spiraliser. Donc, voilà, faire une montée en vase. Nous, c'est quelque chose qu'on ne va pas utiliser aujourd'hui. Quelque chose qu'on utilise quand même assez peu. Qui peut être intéressant, justement, peut-être pour aller faire du tubing avec des buses un petit peu plus grands. Donc, voilà. Une fois que j'ai fait tout mon tour, j'ai regardé mes différents réglages. Je vais accepter et pouvoir créer mes nouvelles mon nouveau profil que je retrouve en fait ici. Hop, un profil ABS, HIPS 04. Je vais cliquer dessus et cette fois, je vais pouvoir ouvrir un nouveau modèle. Je retrouve, comme on a sur beaucoup de logiciels, notre espace de travail avec différents outils de visualisation pour pouvoir les mettre comme on veut, comme on souhaite. On retrouve les axes en bleu, vert et rouge pour savoir où est notre origine machine. Et sur la gauche, je vais retrouver ce qu'on appelle l'arbre de projet qui va nous vraiment récapituler les différents réglages qu'on va utiliser et puis les groupes qu'on va pouvoir composer. On retrouvera donc par exemple, là, je vais aller chercher un petit modèle directement.
hop, et l'intégrer sur mon plateau. Il vient se positionner et comme voilà, beaucoup de slicers, je vais pouvoir venir travailler sa position sur mon plateau, le venir gérer sa rotation euh, dans tous les axes, son facteur d'échelle, ou alors tout simplement venir cliquer sur une face afin de le positionner comme je le souhaite. Quand je vais venir faire mon clic droit sur ma pièce, je vais pouvoir décider aussi de sa position, de pouvoir définir avec quelle buse je vais aller le chercher. Si c'est une pièce, mais c'est aussi si c'est un support. L'avantage, c'est que je vais pouvoir utiliser des supports que je dessine moi-même et que je viens intégrer dans le logiciel, de dire bah, ça, c'est un support, on va le faire comme ça. Euh, et une fois qu'on a positionné notre pièce, on va pouvoir aussi utiliser toutes les fonctions que vous connaissez, comme CTRL-C, CTRL-V, pour pouvoir en faire différents positionnements. Et je vais pouvoir les positionner où je veux. Je vais tous les sélectionner. Alors, on voit qu'ils sont ici. Je les sélectionne tous et je vais pouvoir les régler comme je veux. Là, je vais prendre ici. Par exemple, pour un positionnement ici. Donc, relativement simple en termes d'ergonomie pour l'utilisation. Donc, une fois que j'ai positionné ma pièce, bah, cette fois, je vais pouvoir tout simplement la slicer. Et je le vois ici dans mon petit arbre de projet. Je vais pouvoir créer mon slicing automatiquement. Là, il mérite un petit peu de temps de travail. Et une fois que je l'aurai slicé, je vais pouvoir intervenir directement sur les couches en tant que telles ou sur les géométries de ma pièce pour pouvoir ajuster ou affiner mes paramètres. Voici ma pièce. Maintenant, j'ai slicé. Je vais retrouver son temps d'impression, la masse, bien sûr, de matière dont je vais avoir besoin. Et puis, je vais pouvoir simuler, comme sur un logiciel de trajectoire pour les usinages, directement mes passes d'impression. Ce qu'on peut voir, c'est que par exemple, sur cette pièce-là, j'ai un petit insert écrou à l'intérieur. Et il serait bien dans cette impression-là de pouvoir, par exemple, mettre ou insérer une pause à une certaine hauteur. Alors, typiquement, j'aimerais insérer une pause juste avant ma couche de remplissage. Je vais descendre à la hauteur de ma couche. Voilà. Et cette fois, je vais pouvoir avoir la chance de lui injecter des codes spécifiques, notamment, par exemple, une pause. Allez, je vais l'insérer à cet endroit-là. Et dans mon arbre de modèle, j'ai mon code d'injection qui arrive au mouvement 66 253. Ma machine, elle va s'arrêter pour faire une pause. J'aurais pu le gérer avec mes mouvements ligne par ligne ou aussi par directement les couches les unes après les autres. Et typiquement, quand je vais double-cliquer sur ma pièce, il me ramène à ma pause et que je pourrais empiler comme ça différentes injections de code. Je pourrais changer mes températures, je pourrais changer un code que je souhaite, rentrer un code manuel, ou venir tout simplement rajouter ou supprimer de la ventilation. J'ai la possibilité sur mon slice aussi de créer des groupes. Alors, la notion de groupe, c'est très intéressant. Imaginons que là, mes six petites formes sur le dessus, je veux les faire avec un réglage différent. Ou si je veux travailler sur ma finition sur le dessus, je vais pouvoir aller chercher des groupes. Donc, j'ai une fonction groupe. Cette fonction groupe, c'est quelque chose qu'on trouve uniquement sur SoftShaper. Et sur ces groupes-là,
bah, je vais pouvoir, par exemple, sélectionner une couche. Typiquement, je vais sélectionner ma couche supérieure. Et puis, je vais lui dire, bah, je veux changer mes paramètres sur ma couche supérieure pour avoir une meilleure finition. Donc, je vais créer mon groupe et celui-ci va apparaître directement dans mon modèle. Hop, petit temps de chargement. Voilà, donc, il s'est mis en bleu et je retrouve dans mon arbre mon groupe 1 qui est sélectionné. Et ça va me dire, bah, je vais pouvoir éditer ma technologie directement. Donc, typiquement, sur celle-là, bah, je pourrais peut-être venir baisser le nombre de contours pour avoir une finition un peu meilleure sur le dessus et d'éviter d'avoir des manques matières, laisser plus de place au remplissage ou changer le type de remplissage supérieur. Et je vais updater mon slice. Et à ce moment-là, on va voir que toute ma pièce va être faite avec 3 contours et le dessus de ma pièce avec seulement un seul. On va se mettre sur le dessus. Voilà. On va retrouver justement juste un seul contour. Et si je descends sur mes couches, voilà, on voit bien mes 3 contours qui sont ici. Et sur la dernière couche seulement, je vais avoir un seul contour. Donc, je pourrais vraiment travailler sur mes couches de manière très précise. Donc ça, je peux le faire par couche, mais je pourrais aussi le faire via des géométries différentes. Donc, c'est la possibilité de définir. Voilà, ici, on voit, je vais positionner ça. Voilà. Je vais supprimer le groupe que j'ai créé, donc je vais faire un clear group. Et derrière, je vais pouvoir aller sélectionner, par exemple, une géométrie simple. Donc, typiquement, voilà. Le logiciel voit tout de suite que c'est une géométrie qui est unitaire. Il ne le prend pas sur toute la couche. Et à ce moment-là, va me créer mon groupe uniquement sur cette géométrie. Pour gagner un petit peu de temps, je vous ai déjà préparé un exemple comme ça sur cette pièce-là. Et j'ai travaillé à changer. Hop, juste ici. Voilà. J'ai travaillé à faire plusieurs typologies de remplissage sur ma pièce. Et donc, ça me permet voilà, d'aller chercher quelque chose comme ça, avec des remplissages différents sur sur tous mes petits pions, et un remplissage qui va être rectilinéaire sur le reste de la pièce. Donc ça, c'est ultra intéressant parce qu'après, j'ai un aspect personnalisation de mon tranchage qui est assez fin. Donc voilà pour la notion de groupe, chose qu'on retrouvera aussi dans mon arbre de technologie. Et à chaque fois, je vais voir qu'est-ce qui change dans le groupe. Là, typiquement, dans le groupe 4, c'est le remplissage sinus. Dans le groupe 3, ça va être le remplissage en nid d'abeille, etc., etc. Donc cette force-là, elle est vraiment très intéressante. Sur la même chose pour les groupes, une fois que j'ai donc généré mes codes, j'ai un autre exemple où je pourrais vous montrer ça pour un plateau différent. Voilà, j'ai un plateau relativement complexe avec une géométrie qui, elle, est assez différente des bords et de l'intérieur. Typiquement, je vais pouvoir sélectionner uniquement mes petits détails. Voilà, si je contrôle dessus, je vais pouvoir en sélectionner plusieurs. Et à cette partie-là, je changerai mes réglages. Je peux faire ça aussi uniquement sur une seule couche, voilà, ou un endroit bien précis sur ma pièce, ou sur la totalité de la couche, voilà, comme sur le dessus, par exemple, où je voudrais faire une finition différente. Donc, grosse possibilité en termes de logiciel, voilà, pour pouvoir aller personnaliser ça sans importer des modificateurs ou des choses comme ça. Donc, on a vraiment quelque chose typé logiciel de FAO
par rapport au slicer qu'on connaît déjà. Hop, on va revenir sur le premier. C'est celui-là. On va revenir sur le premier. Donc, on a vraiment la possibilité de faire beaucoup de choses. On a aussi maintenant toute la partie génération de support qu'on n'a pas regardé. Donc, la partie génération de support est assez sympa puisqu'on va vraiment traiter les supports un par un. Alors, typiquement, ce que je vais faire, c'est que je vais modifier la hauteur de ma pièce pour pouvoir créer du support sur tout le dessous. Disons que je veux intégrer des vis, par exemple, à l'intérieur de cette petite plaque, ou d'intégrer uniquement des écrous. Je vais pouvoir générer mes supports en automatique ou manuellement. Donc là, je vais pouvoir, par exemple, créer tous mes supports qui sont créés sous la pièce. Je vais pouvoir juste les voir donc en décochant la visu de la pièce, je vais voir complètement mes supports. Puis quand je veux les enlever, hop, je vais cliquer droit dessus et ça va m'enlever mes supports. Donc, vous voyez, hop, les supports dont j'ai besoin. Je garde les supports dont j'ai besoin et je supprime ceux qui sont inutiles. Voilà, tout ça sans aller faire des coupes dans ma pièce, etc. Et là, je remets ma pièce, elle va être ici. Donc là, tous mes supports sont complètement gérés. Je peux gérer aussi la taille du bloc que je vais rajouter. De la même manière, je pourrais en venir en rajouter des blocs supplémentaires si je veux venir charger certains endroits, tout en ayant en plus accès directement aux paramètres de support via ce petit onglet support. Je vais pouvoir choisir, par exemple, mes angles à partir de laquelle je vais avoir du support et générer ces réglages et générer ces supports-là directement dans le logiciel. Prendre un exemple, on va faire un nouveau projet. Comme ça, je vous montre un petit peu l'impact que ça peut avoir. Hop, on va faire un nouveau projet. Sur une pièce un poil plus complexe. Là, je vais importer une pièce un petit peu plus complexe. Donc celle-là, c'est sûr et certain qu'elle va nécessiter du support. Bon, pour limiter un petit peu le support, on va la positionner sur cette face-ci. Voilà, comme ça. Et puis, je vais pouvoir le positionner au centre de mon plateau. Pour que ce soit plus facile à travailler. Et là, on va pouvoir créer les supports en automatique. Alors, on voit que là, on a un gros paquet de supports parce que dans mes réglages, je mets du support à partir des 45 degrés. Changeant ce réglage-là directement, j'accepte, je vais pouvoir régénérer mes supports et cette fois, j'en aurai beaucoup moins. Et après, je pourrais venir en rajouter à des endroits qui me semblent un peu plus risqués en termes d'impression. Que ce soit à l'extérieur de la pièce ou à l'intérieur de la pièce, tout en jouant sur la dimension de ces supports via des blocs de taille différente. Là, aujourd'hui, c'est super intéressant sur cette partie-là. Puis derrière, je vais pouvoir créer mon slice. Hop là, critical error. Hop, on va le faire différemment. Si il veut le faire. Ça marche toujours normalement quand on le fait à blanc. Voilà, ça y est. Voilà. Et là, je vais retrouver donc, mon slice. Hop là. Ouais. Et bien sûr, tout mon système de tranchage. Je pourrais changer mes différentes fonctions de support, etc., etc. Donc, relativement simple en termes d'utilisation, un logiciel qui nous donne vraiment des précisions de programmation
par rapport aux autres. Et après, quand je vais avoir réglé toutes mes fonctions, je vais sauver mon G-code comme pour n'importe quelle machine et directement le mettre. Donc, il crée uniquement aujourd'hui du G-code qui est utilisable sur les machines vShaper et ainsi que les machines tierces. On a fait un petit tour sympa du logiciel. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? J'ai une question de mon côté. Est-ce qu'on peut faire des hauteurs de couches variables en impression sans mettre forcément sans sélectionner une couche en particulier, mais faire ça en fonction de l'angle, par exemple, comme on a chez Prusa, par exemple? Non, aujourd'hui, non, on n'est pas en automatique par rapport à ça, malheureusement. Après, pour être franc, moi, les couches variables, je suis pas très fan parce que je trouve qu'on a des changements de débit et les changements de débit, en fait, ils devraient être assignés à une température. Donc aujourd'hui, ce qui est en développement sur SoftShaper, c'est la possibilité de choisir des zones, mais aussi de régler la température d'impression par rapport à ça. Normalement, j'ai pas la même température pour une couche de 0,3 et une couche de 0,1. Si je veux avoir une pièce qui soit assez cohérente. Mais aujourd'hui, le logiciel SoftShaper ne le fait pas. Il y a Mylène qui demande est-ce qu'il est possible de faire de la surimpression, rajouter une couche sur une surface non planaire, par exemple? Alors oui, ça, c'est des choses qui peuvent être possibles. Par contre, il faut une pré-programmation, donc en utilisant la partie comme support. Typiquement, pour pouvoir faire de la surimpression aujourd'hui, ça reste relativement compliqué. Le post-pro du logiciel est en développement parce que, je vais vous donner un petit exemple, notamment sur la machine 5 axes. Hop, aujourd'hui, on va pouvoir avoir un exemple. Donc, je vais vous montrer un petit exemple de slice qu'on va avoir sur la 5 axes, mais on va pouvoir aussi justement aller chercher là-dessus en non planaire. La problématique des non planaires aujourd'hui, c'est qu'il nous faut quand même une bûche qui soit relativement longue pour pas être en conflit avec les pièces. Mais là, typiquement, il nous faut une machine qui soit un peu plus longue en termes de buse, et c'est pas le cas des vShaper. Par contre, les post-pro aujourd'hui existent et peuvent être affinés en fonction du besoin. Pour pouvoir aller chercher du non planaire, c'est super intéressant. Hop, est-ce que vous avez encore des questions par rapport à ce logiciel-là? Aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez? Par exemple, vous qui êtes utilisateur d'une imprimante, par rapport au logiciel que vous connaissez? Ouais, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est le trigger pour les petites géométries, là, pour pouvoir changer le cooling ou la vitesse pour les plus petites géométries. C'est un problème qu'on a, nous, assez souvent, où forcément on a des petites couches où là, on a tendance à baver pas mal et ça fait des impressions de mauvaise qualité dès qu'on a des petites surfaces. Donc ça, c'est intéressant. Ce que j'ai noté aussi qui est intéressant, c'est que le logiciel anticipe la chauffe de la seconde buse. C'est aussi un problème qu'on a souvent, c'est que la seconde buse, quand on change de la matière support, il faut attendre à chaque fois qu'elle rechauffe à sa température et c'est une perte de temps énorme en fait. Ah, complètement. C'est clair. Après, moi, je suis assez d'accord sur cette force de la géométrie, là, de pouvoir avoir deux paramètres différents dans la même couche, par exemple. Si j'imprime quelque chose, typiquement ma petite tasse qui est là, de pouvoir avoir des paramètres différents sur la couche, sur la anse et sur l'autre partie. Et ça, ouais, je pense que c'est une des forces, ainsi que la vraie configuration de double extrusion. Aujourd'hui, typiquement, voilà, les forces de SoftShaper. Hop, on était là. Voilà. Les forces de SoftShaper, c'est typiquement la partie simulation, la partie aussi de création de profils qui soit clair par rapport à la matière et donc destiné à la production. Ça, c'est vrai que c'est super intéressant. La création de rapports, c'est-à-dire que je peux préparer ma pièce
et puis créer un rapport complet sur le positionnement, les paramètres qui ont été utilisés. Et puis, ce réglage de groupe de couches qui, pour moi, est une vraie force. La partie automatique ou avancée sur les supports, c'est des choses qu'on retrouve ailleurs, mais moi, je reste vraiment très... sur la double extrusion, on a vraiment des choses super sympas avec ce logiciel-là, complètement. Donc, voilà. Si... pour vous, vous avez fait le tour des questions, ou si vous en avez des complémentaires, vous voulez voir après. J'ai encore une question, moi. Ouais. C'est juste combien ça coûte? Combien ça coûte? D'après vous, combien ça coûte? Aujourd'hui, on est sur un logiciel qui est à 300 € la licence, avec les évolutions, avec les updates qui sont compris dedans. Donc, on a un logiciel 300 €, une licence pour un poste. Avec des updates. Donc, généralement, il y a deux updates mineurs par an et un update majeur à chaque année. Et voilà, ceux-là sont pris dans ces 300 €. 300 € par an ou 300 € tout court? Non, 300 € à vie. D'accord, ok. Ouais. Donc, non, pour un logiciel de FAO, finalement, c'est pas excessif. Vous avez d'autres questions? On parlait du non planaire aussi tout à l'heure. Est-ce que le slicing non planaire, c'est quelque chose qui est prévu à court terme? C'est quelque chose qui est prévu, qui est en développement en tout cas. Moi, c'est quelque chose que j'attends, hein, pour être franc, hein, aussi aujourd'hui. J'ai pas mal travaillé sur le non planaire avec des solutions qu'on peut retrouver en open source, notamment. Mais là, je vous rejoins et j'aimerais justement, on pousse un petit peu pour le développement de cette partie non planaire, d'utiliser l'expérience qu'ils ont prise sur les 5 axes pour utiliser un vrai 3 axes déjà, ça sera déjà pas mal. Donc, typiquement, je n'ai pas la roadmap précise par rapport à ça, mais c'est en développement. Ok. Merci beaucoup. Merci à vous. Pour la suite, si justement, pour suivre un petit peu les attentes, vos attentes, les projets, etc., que nous, on mène, peut-être du non planaire, vous en verrez sûrement dans les prochains mois. N'hésitez pas à suivre notre LinkedIn, hein, sur Alcima Engineering, qui est toute la partie technique d'Alcima. Pareil, hein, si vous voulez suivre la page d'Alcima. On a la chaîne YouTube aussi. Et voilà, n'hésitez pas à nous défier sur Défiez-nous. Et puis, on pourra aller voir un petit peu plus précisément vos projets. Si c'est des projets sur le non planaire, c'est ce qui a l'air de vous intéresser. Prenons le temps ensemble de regarder un petit peu les choses que vous voulez faire. Et puis, on ira un petit peu plus loin, mais cette fois avec un peu plus de confidentialité. Ça marche? Voilà. Très bien. Merci à vous pour votre temps et votre participation. Et puis, j'espère que cette présentation vous a plu. Et puis, je vous souhaite une agréable fin de journée.